À la fin du 7ème round de Valkyrie Apocalypse, une critique avait été faite. Qin Shi Huang avait trop d'importance. Qin Shi Huang prenait trop de place. Certains allaient même jusqu'à le considérer comme le chouchou des auteurs. Et honnêtement, quand on voit des personnages comme Sasaki ou Bouddha, je trouve cette réflexion un petit peu fort de café. Mais envers et contre tout, c'est une critique que je peux entendre, parce que Hades est un personnage naturellement beaucoup plus effacé. Question rhétorique, cela dit, est-ce que le fait qu'Hades soit un personnage effacé, est-ce que le fait que Hades soit un personnage plus tempéré et surtout qui agisse dans l'ombre, est un défaut? Est-ce que cela fait de lui un mauvais personnage? Cette vidéo risque de spoiler des événements ayant lieu après le 7ème round, mais ne vous inquiétez pas, je mettrai les timers. En premier lieu, je pense qu'il faut se poser une question, et une question assez importante en plus de ça. Tout simplement, est-ce que le fait que Hades soit un personnage effacé est une mauvaise chose? Plus simplement même en fait, est-ce que ça serait pas plutôt logique au vu de la mythologie en général? On va regarder ça plus en détail. Comme vous le savez sans doute, la mythologie grecque c'est un petit peu compliqué. Les mythes changent d'une cité à une autre, d'une époque à une autre, et avec Hadès par contre il y a une constante, un point récurrent. Parmi les 3 frères grecs, c'est sans doute le plus discret et celui qui s'implique le moins en termes de guerre, de conquête ou d'interaction avec les humains et sa famille en général. Pour que vous compreniez bien l'idée, il y a même une croyance à l'époque comme quoi Hadès était plus fort que Zeus, sans qu'on le voit vraiment. Oui, on parle de Zeus là, la foudre, tout ça, le mec bien solide et vénère. Toujours est-il, Hadès, c'est clairement pas le genre à se mettre sur le devant de la scène, c'est clairement pas le genre à sortir de sa tanière. Il est roi des enfers, il est dieu des morts, il fait sa vie dans son coin, et ça ne regarde personne, vous allez pas le voir plus que ça. Ça pour le coup c'est un léger manquement de la part de Valkyrie Apocalypse, mais Hadès, en plus de son bidon, qu'on a traduit en français par lance à 2 fourches, je sais pas trop pourquoi, il est censé avoir un casque qui le rend invisible. Mais en toute sincérité, on peut pas vraiment critiquer le Hadès du manga outre ça. Je veux dire, ça retranscrit assez bien le caractère du personnage sur certains points. En tout cas, ça a tendance à être clairement quelqu'un de plus effacé, de plus discret, qui fait sa vie dans son coin, et qui se fout un petit peu des histoires des autres. Vous allez pas le voir sortir des enfers pour le plaisir. Vous allez même juste pas le voir sortir des enfers tout court. Donc que le personnage du manga retransmette un petit peu ce trait de caractère, moi je trouve ça logique. Je vous propose cependant de vous attarder un petit peu plus sur le chara-design du personnage, parce que je pense que vous le savez depuis le temps, les auteurs de Valkyrie Apocalypse savent ce qu'ils font. Et moi il y a un point en particulier qui est, je trouve, très intéressant vis-à-vis de Hadès, c'est ses boucles d'oreilles. 3 clous et une dernière boucle d'oreille pendante. On peut se demander ce que ça peut vouloir dire, et même si mon interprétation est la bonne, elle reste un petit peu tirée par les cheveux. Mais si c'est vraiment ce que les auteurs ont voulu faire, ils sont quand même plutôt forts. Dans Valkyrie Apocalypse, on ajoute un dieu à la fratrie grecque. Oui, ce dieu, c'est Adamas. Ce qui fait donc que Hadès n'a pas 2 petits frères, mais bien 3. 3 clous. Bon, là vous êtes en train de vous dire, oui, en effet, c'est tiré par les cheveux. Mais lâchez votre clavier, je sais que vous êtes en train d'écrire, je vous vois venir. La dernière boucle d'oreille, elle a une forme particulière. Est-ce que vous avez déjà vu le signe astrologique Pluton? Oui, la boucle, elle ressemble, elle reprend quelques points du sigle. Et c'est pas le seul point du chara-design qui est intéressant vis-à-vis de Hadès. Le tatouage en haut à droite de son crâne, il est là bien plus que pour juste faire un signe de yin et yang avec Qin Shi Huang. Oui, parce que si vous avez pas remarqué, en haut à droite du bleu, en bas à gauche du rouge. L'effet miroir de la caméra, donc non, vous devriez plutôt voir ça. Mais voilà. Bref, le tatouage, c'est une couronne de laurier tout simplement. Un signe de gloire et un signe qui est quand même plutôt lié à la royauté. Et je sais que certains vont se poser la question vis-à-vis du cache-œil, là-dessus je suis désolé, j'ai pas trouvé grand-chose. Mais sachant que Hadès vient de Helheim, là où il n'y a pas beaucoup de soleil, je pense que c'est pour la même raison que les marins en fait. Moment savoir gratuit, mais la plupart du temps, si les marins avaient un cache-œil, c'est pas parce qu'ils avaient perdu un œil. Pas du tout. La vraie raison, c'était pour s'habituer aux écarts de lumière entre la cale et l'extérieur. Vous voyez quand vous sortez d'une salle de ciné, vos yeux, ils se font flinguer par le soleil, parce que vous avez été dans une salle sombre. Là, avec les marins, c'est la même chose. Pareil, quand vous restez dans le noir assez longtemps, vos yeux s'habituent à la faible luminosité, et donc vous y voyez un petit peu mieux avec le temps. L'intérêt du cache-œil, c'est tout ça, en fait. C'est vraiment la seule utilité du truc. Bref, concentrons-nous sur le combat. Hadès a, et je pense que vous l'avez compris, une écriture faite en parallèle à celle de Poséidon. Physique très semblable, armes qui sont relativement proches. Naturellement, on vous compare les deux pour ensuite vous pointer une différence. Poséidon, lui, il utilise tout d'un coup, ça va pas être celui qui va prendre l'initiative, là où Hadès prend l'initiative, et est du genre à faire des attaques bien plus puissantes et bien plus précises. Il est un peu plus bourrin là-dessus. Un des points qui fait que j'apprécie beaucoup le personnage d'Hadès, c'est que, contrairement à beaucoup d'autres dieux, il ne méprise, il ne déteste pas les humains. En réalité, il s'en fiche un petit peu. Il le dit même ouvertement, il a rien contre Sin. La seule raison qu'il le pousse à l'affronter, c'est simplement l'honneur et venger son frère.
C'est ni plus ni moins que ça. Et ça, c'est un truc qui souligne pas mal la personnalité discrète du roi des enfers. Si Poséidon n'était pas mort, vous n'auriez jamais vu Hadès sortir des limes. Le fait qu'il rigole avec Tsine et se mette à le considérer un peu plus après ça trahit un truc très intéressant chez Hadès. Il se bat, certes, mais il teste aussi l'humain. Franchement, ça saute aux yeux de manière progressive, ça a des coups de plus en plus forts, des phrases qui mettent ouvertement Qin Shi Huang au défi. Le mec, il lui balance littéralement des gros « Est-ce que tu vas tenir cette attaque, sois prêt ?» Si c'est pas un test, ça, je vois pas ce que c'est d'autre. Hein. En fait, plus que venger Poséidon, il veut voir si Qin Shi Huang est vraiment méritant du titre de roi, parce qu'il l'a dit. Mon frère disait la même chose, donc il veut voir si l'humain est à la hauteur. Au passage, est-ce que vous avez déjà vu les illustrations d'entre chapitres? Il y en a beaucoup, il n'y a pas spécialement de détails très intéressants, mais celles de Hadès, ils se sont vraiment donnés. Déjà, vous avez les boucles d'oreilles, mais vous avez aussi des narcisses, des fleurs qui poussent le long du Styx. Une grenade, qui est le fruit qu'Hadès fait manger à Perséphone, et surtout 3 pièces. C'est littéralement la somme qu'on donne à Charon pour passer le Styx. C'est pas exceptionnel, mais franchement, c'est des détails qui sont appréciables. Les auteurs connaissent la mythologie. C'est du bonus comme ça, par contre, il y a une autre question, et je sais que vous vous la posez sans doute. Non, personne se la pose, mais ne venez pas me demander pourquoi Hadès, il a des maxi chaussures en peau de croco. J'en ai aucune idée. Je pense juste que le mec aime être stylé. Il n'y a pas d'autre raison. Par contre, théorie personnelle, et je pense vraiment que c'est le cas, c'est sans doute Hadès qui a appris le fameux sifflement à Poséidon. C'est pas Poséidon, ça lui vient pas comme ça, hein. C'est sans doute il l'a repris le Hadès. D'ailleurs, le nom de la technique Icor de Pluton, c'est pas spécialement du pif ou un truc gratuit non plus. Hein. L'Icor, c'est le nom donné au sang des dieux chez les Grecs. Et comme Pluton, c'est la version romaine de Hadès, vous pouvez traduire la technique par sang d'Hadès. D'ailleurs, le terme Icor, on va se concentrer un petit peu plus dessus. Quand Hadès fait sa grosse technique, il transforme sa lance. Le nom de la technique, c'est Icor Desmos. Desmos en grec, normalement, ça veut à peu près dire lien ou liaison. C'est un mot qui est lié à ça. Donc vous allez faire le rapprochement avec le nom de la technique. Icor Desmos, la lance aux 400. Littéralement, la transformation et la nouvelle forme de la lance, c'est 400 divins. Donc littéralement, la lance, c'est une attaque de Hadès, Zeus, Poséidon et Adamas. Eh oui, c'était devant nos yeux depuis le début. Et vous comprenez un petit peu mieux pourquoi Tsine, il a un petit peu de mal à contrer l'attaque d'ailleurs. Mais surtout, ça remet un petit peu l'image là en perspective. Dessus, vous voyez Zeus, Adamas, Hadès, et surtout sur l'arme d'Hadès, les restes du trident de Poséidon. Les 4 frères sont ensemble. Maintenant, je pense qu'on peut se concentrer sur le flashback et la gigantomachie. Vous vous souvenez quand je vous avais dit que le sifflement, ça vient d'Hadès? C'est là où on a la preuve. Hein. Bon, moi déjà, le passage où t'as Hadès qui attend assis devant le Bifrost en flinguant tous les titans, je suis désolé, aura farming un petit peu. Mais passons, outre la référence obvious à la création d'Adam, vous l'avez tous remarqué, la symbolique du dieu qui est sous terre, qui donne la main au dieu qui est plutôt dans les cieux, etc. Enfin, bon, bref, vous avez compris, encore une fois. Dès la sortie du flashback, en tout cas à l'époque où on avait les chapitres encore petit à petit, quand on nous disait que Hadès faisait tout pour ses frères, on trouvait ça bizarre qu'il ait laissé Adamas se faire flinguer. Et évidemment, c'est lui qui l'a sauvé. Et honnêtement, vu sa réaction au début du flashback, je pense qu'il se doutait d'un truc depuis très longtemps. D'ailleurs, vous avez remarqué le parallèle entre Tsine et Hadès? Dessus, il y a Hadès qui tient déjà le sceptre de Belzébuth. Eh oui, foreshadowing. Bref, le combat se termine, Hadès perd. Qin Shi Huang réussit le test et on se rend compte d'un truc. Hadès, il est tout bonnement incapable de détester quelqu'un. Il est obligé de prendre tout le monde sous son aile. Et c'est plus fort que lui. La promesse d'Hadès de ne jamais perdre est rompue, mais la mise en scène vous montre l'inverse. Hadès est resté debout, il a fait honneur à sa fratrie. Mais c'est pas fini, parce que sachant que la vraie importance d'Hadès dans le récit, elle se fait remarquer après sa mort, alors que c'est le dieu des enfers et de la mort, c'est fort et assez malin. A partir de maintenant, on va spoiler le 8ème round et l'après. Si vous n'avez pas vu le 8ème round, arrêtez la vidéo. Si vous avez vu le 8ème round et pas l'après, je vous redirai après quand arrêter la vidéo. Vous savez qu'il y a un détail bizarre, enfin j'ai toujours trouvé un truc bizarre, c'est pourquoi Hadès il a un cacatoès. Oui, je me pose des questions que personne ne se pose. J'ai malheureusement pas réussi à le retrouver, mais il y a un des tweets d'un des auteurs qui disait que apparemment l'étymologie du mot cacatoès ressemblait à celle de grand frère. Et donc ils ont mis un cacatoès. Moi, j'en sais rien, j'ai fait des recherches dessus et j'ai rien trouvé. Donc on leur donne le bénéfice du doute. Bah après, de toute façon, c'est un détail qui est pas spécialement si intéressant que ça. En revanche, c'est amusant que, comme d'habitude, Hadès n'achève jamais qui que ce soit. En permanence, le mec, il est en roleplay Pascal le grand frère. Littéralement, Belzébuth vient pour se faire flinguer et Hadès, grand prince, lui répond que c'est pas une malédiction et qu'il doit continuer de vivre. Ok, excuse-nous. Là où les auteurs sont très forts, par contre, c'est le fameux sceptre de Belzébuth. Il s'appelle le bâton d'Apomios. C'est une référence à un autre nom de Zeus, Zeus Apomios. On faisait des sacrifices en son nom pour que ça repousse les mouches. Les mouches et les autres parasites. Ouais, vous faites le lien avec Belzébuth, là? Le dieu des mouches? Enfin, le démon lié aux mouches? Le bâton qui repousse... Je suis désolé, moi je trouve que les auteurs ils sont trop forts avec ça.
Bref, là, fin du 8ème round, on s'intéresse à l'histoire en général, donc si vous voulez pas être spoil, fin de la vidéo, bisous. Le plus gros détail qui m'intrigue et qui m'inspire vis-à-vis de Hadès, c'est que c'est sans doute le personnage qui en savait le plus. Altercation entre Belzébuth et Odin. Belzébuth révèle le contenu du livre de Golnir, livre contenu dans la bibliothèque de Hadès, comme par hasard. Vous allez pas me faire croire qu'il était pas au courant. Vous allez pas me faire croire qu'il gardait en partie Elaim et le Tartare sans savoir. Il était forcément au courant. Littéralement, je serais même pas étonné d'apprendre ou de savoir que depuis le début, Hadès était peut-être une des plus grosses forces de dissuasion vis-à-vis de Odin. Tant que le dieu grec était là, c'était difficile pour le nordique d'accomplir tous ses projets. Ça l'a condamné à attendre l'arrivée de Siegfried, l'arrivée du Ragnarok. Moi, je suis quasiment sûr que Hadès, il avait ce rôle charnière dans l'histoire. C'est pas pour rien d'ailleurs que, après son combat, c'est là qu'on apprend la révélation de Siegfried. Hadès, c'est littéralement le personnage qui vous introduit correctement Elaim. Oui, parce que c'est introduit avec Adjun, mais celui qui vous en parle, c'est bien Hadès. Le personnage a poussé Belzébuth à continuer de vivre, il gardait des infos, mais vraiment centrales pour l'histoire et tout le manga, je suis désolé de le dire, mais comme dans la mythologie, Hadès, c'est un personnage central, un personnage super important, qui œuvre dans l'ombre. Pour moi, c'est vraiment réussi comme écriture de personnage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.